Je déclare au nom du gouverneur empêché l'ouverture de l'atelier régional de dissémination des résultats du rapport d'ITIE 2018. C'est ainsi que le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, a procédé au lancement de ses activités de dissémination de son rapport 2018 dans la région de Thiès. Un CRD présidé par le gouverneur en charge du développement en présence de la présidente du comité ITIE national. Mesdames et messieurs, l'objectif de l'atelier de ce matin est de favoriser l'appropriation des informations contenues dans le rapport ITIE par toutes les parties prenantes en vue de promouvoir un débat public informé, un débat public serein car basé sur des faits. Et cela, nous devons le faire pour le Sénégal, pour notre pays. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en tant que norme mondiale visant à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières, fait un diagnostic indépendant de notre système de gouvernance afin de permettre ainsi son amélioration. La publication du rapport ITIE couvrant l'année fiscale 2018 intervient dans un contexte post-validation et de modification de la norme ITIE internationale. La présidente du comité national ITIE s'est réjouie des efforts faits par le Sénégal dans le domaine de la transparence et s'est engagée à se conformer davantage aux orientations de la norme 2019 adoptée à Paris en juin dernier. Le Sénégal a été reconnu au mois de mai 2018 comme pays ayant accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE. Et cela a été dit, je le répète, c'est le 4e pays mondial à avoir eu cette note-là et le 1er pays en Afrique. C'est dire que nous devons maintenir notre cap pour notre pays. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en tant que norme mondiale visant à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières, fait un diagnostic indépendant de notre système de gouvernance afin de permettre ainsi son amélioration. Ce CRD de dissémination a été saisi par les industries extractives à travers le représentant pour revenir sur leur contribution dans le développement socio-économique du Sénégal. En tout cas, les sociétés minières, n'est-ce pas, si on regarde juste les chiffres, une contribution, pas pour les sociétés minières, mais dans le rapport, une contribution de 122 milliards au budget de l'État en 2018. Si on prend les paiements sociaux, 2 milliards 023. Et uniquement pour la région de Thiès, c'est 503 millions. Les recettes fiscales de 91 milliards. Impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu compris. Les recettes non fiscales, 29 milliards. Emploi, 7636 Sénégalais. 7636 Sénégalais. Je pense que ce chiffre veut tout dire. Les entreprises, autant, parce que quelqu'un l'a dit tantôt, nous avons demandé que les entreprises publient ce qu'elles paient et ce qui est ressorti dans le rapport. Publier ce que vous payez. Maintenant, nous voulons changer de paradigme pour aller vers publier ce que vous gagnez. Parce qu'il faut qu'on connaisse le montant, le chiffre d'affaires annuel de ces entreprises pour voir exactement combien elles gagnent et combien elles contribuent. Pour la région de Thiès, je prends seulement Dangote qui vient en tête avec 20 milliards. Mais combien Dangote gagne en termes de chiffre d'affaires? Et quand on parle de Dangote, on parle de Kojeka pour le basal. Si on voit dans le rapport les ICS, la première entreprise de phosphate du Sénégal, la contribution des ICS c'est 5 milliards. Cela est très faible par rapport au chiffre d'affaires. Les débats qui ont suivi la cérémonie protocolaire et la projection du rapport ont montré que l'impact est plus négatif que positif au niveau des populations. Et je pense que sur le plan de l'environnement, quand même, j'étais un tout petit peu inquiète sur les investissements quand même alloués au secteur de l'environnement.
si on se rend compte quand même des impacts considérables que l'extraction minière quand même cause au niveau de l'environnement. Et si j'ai pu, je pense, apprécier le chiffre de 2% seulement investi par les sociétés minières, c'est minime par rapport à ce qu'on doit faire par rapport à ce secteur. C'est vrai que le slogan que vous avez dit, publiez ce que vous payez, mais je dis que réparez également ce que vous détruisez. Je pense que c'est important qu'on puisse quand même donner de l'importance au secteur de l'environnement. Nous avons eu à perdre un de nos enfants qui s'était noyé il y a 2 ou 3 ans dans la zone de Toblou. Et les trous laissés ont été remplis par les eaux de pluie. Ça se comprend. Pendant l'hivernage, ça s'est transformé en l'eau et les enfants sont allés jouer et ils s'étaient noyés. C'est des choses que nous vivons. Donc, comment peut-on admettre qu'une entreprise qui exploite et à la fin qui ne revient pas pour respecter au moins ce que dit la loi? Ça aussi, il faut le des fonds de péréquation et autres. Par rapport à la grille de répartition, nous voyons que par exemple, si on prend la grille de répartition telle qu'elle est actuellement, la commune de Darou Khoudoss, qui subit les impacts négatifs des ICS, perçoit 5 millions, là où la commune de Thiès-Nord, qui est ici, perçoit 18 millions, et celle de Mbour, 30 et quelques millions. Nous disons aussi que ça, c'est des gens... Les sociétés-là ne peuvent pas payer ce qu'elles sont en train de détruire. C'est pas possible. Jusqu'à Meke, chez le maire vient de le dire, nous subissons ces dégâts collatéraux. Et malheureusement, le peu qu'on devait nous donner tarde encore à être reversé. Il y a probablement, depuis 3 ans, 4 ans, on nous dit la répartition est déjà faite, mais on ne voit rien pour le moment. Et il est temps que l'État donc qui perçoit ces fonds-là les reverse. On en a besoin. On en a besoin. Bon, on est sociologue. Souvent, on est habitué à faire donc, une étude des écarts entre ce qu'on appelle l'idéal et la réalité. Il y a l'idéal qui est là, c'est-à-dire qu'il y a des normes, il y a un cadre légal très joli. Hein? Il y a des lois. Voyez. Donc quand tu regardes les lois, tu es content. Mais la réalité aussi, c'est ça. Parfois, il y a des écarts considérables, des écarts profonds entre l'idéal et la réalité. Moi, j'ai eu à discuter avec des pêcheurs. Et je sais que la pêche là, ou l'exploitation du gaz, ça va impacter sur la pêche. Et ça, tout le monde le sait. Mais les pêcheurs, ils savent. Mais quand tu leur demandes, ils te disent, donc, comme ils vont l'exploiter, donc, qu'ils nous construisent des efforts. Tu sais, eux, ils ne comprennent pas les gens. Parce que si le gaz détruit la pêche, mais c'est bien d'autres là. Et alors, c'est important. Mais ce qu'il faut voir, c'est à quoi doivent servir ces ressources-là. Tu vois que ces ressources doivent être intégrées dans une problématique globale de développement économique national ou d'émergence. Mais cette problématique-là de l'émergence, elle ne peut être construite qu'à partir des territoires. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau national, on parle de territorialisation de ces politiques-là, au niveau local. Mais au niveau local, quelles sont les principales ressources dont dispose les populations pour promouvoir le développement? Tout ce qui a été dit, ce sont des constats, mais c'est aussi des choses qui vont nous aider à chaque fois qu'on ira faire notre propre plaidoyer à avoir des arguments qui viennent du terrain. Et nous ne nous limiterons pas au CRD, comme vous l'aviez dit tantôt, nous allons aller plus loin vers les communautés. Je crois que tout, du coup, ce qui a été dit, j'ai vu la réponse de Rado, nous ne sommes pas dans les salons. Moi aussi, je vais dire que nous ne sommes pas dans les salons. Les maires aussi, j'espère, ne sont pas dans les salons. Donc, on doit être tous sur le terrain.